Bonsoir et bienvenue dans le journal francophone sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. Une série de frappes israéliennes a visé plusieurs localités du Liban Sud, causant la mort d'un homme à Mansouri. En parallèle, un nouvel accrochage a opposé des habitants de Haïti à une patrouille de la FINUL, illustrant les tensions croissantes dans cette zone sous surveillance internationale. Une frappe de drone israélien a visé une moto à Mansouri dans le district de Tyr. Bilan, un mort et 2 blessés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 nouvelles frappes ont touché York-Morashkif dans le district de Nabatiyeh. Un café et un atelier d'aluminium ont été endommagés sans faire de victimes. Selon des sources locales, le site avait déjà été ciblé lors d'une précédente attaque. Israël poursuit ses opérations dans le cadre de ce qu'il appelle des actions défensives le long de la frontière. À Haïti, une patrouille de la FINUL a été bloquée par des habitants en colère qui dénoncent son passage sans escorte de l'armée libanaise, une entorse au protocole local selon eux. Le face-à-face a dégénéré, forçant les casques bleus à utiliser des fumigènes. La 7e altercation de ce type depuis mai. L'armée libanaise est intervenue pour calmer les esprits. La FINUL a dénoncé une attaque grave contre ses soldats, rappelant que ces missions s'effectuent dans le cadre de la résolution 1701 et avec l'accord des autorités libanaises. La force onusienne appelle les autorités à poursuivre les responsables tout en réaffirmant sa mission de neutralité et de surveillance. Une cohabitation de plus en plus fragile entre population locale, tensions militaires et observateurs internationaux. L'attaque meurtrière menée par les rebelles Houthis contre le navire Eternity Sea marque une nouvelle escalade dans la guerre maritime en mer Rouge, provoquant la mort de 3 marins, 12 disparus et une inquiétude croissante quant à la sécurité du commerce mondial. Le navire Eternity Sea, ciblé par les rebelles Houthis, a coulé après 2 frappes successives. Bilan 3 morts, 10 survivants secourus et 12 disparus, selon la mission navale européenne ASPID. Parmi les victimes, des marins philippins, grecs et russes. L'équipage avait été partiellement évacué par la marine émirati, tandis que les Houthis affirment avoir secouru plusieurs survivants. Washington les accuse d'enlèvement. Le vraquier, battant pavillon libérien, est le 2e navire coulé en 48 heures après le Magic Seas. Ces attaques relancent les tensions dans un couloir stratégique par lequel transite 12% du commerce mondial. Les Houthis, soutenus par l'Iran, affirment avoir agi en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Ils diffusent une vidéo de l'explosion. L'ONU parle d'escalade dangereuse et alerte sur les risques environnementaux et civils. Depuis fin 2023, des dizaines de navires ont été visés. Plusieurs compagnies évitent désormais la mer Rouge, détournant leur trafic par le cap de Bonne-Espérance. Un coup dur pour l'économie mondiale. L'émissaire onusien pour le Yémen exprime sa profonde inquiétude, appelant à un retour au dialogue. Mais les Houthis menacent de nouvelles attaques tant que les liens avec Israël existeront. Une guerre maritime silencieuse devenue front stratégique majeur. La mer Rouge est sous tension. À l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, Paris et Londres ont annoncé un renforcement historique de leur alliance militaire, notamment sur le plan nucléaire. Ce rapprochement marque une coordination sans précédent entre les 2 seules puissances nucléaires européennes et réaffirme leur soutien commun à l'Ukraine tout en relançant les projets conjoints de missiles et la coopération en matière de sécurité régionale. Londres et Paris affichent une unité de feu. Emmanuel Macron et Keir Starmer ont ouvert un nouveau chapitre de la coopération militaire franco-britannique lors d'un sommet bilatéral historique.
Pour la première fois, les deux puissances nucléaires européennes s'engagent à coordonner leurs moyens de dissuasion sans renoncer à leur souveraineté. Un message clair à tout adversaire menaçant leurs intérêts vitaux. Un groupe de supervision nucléaire sera coprésidé par l'Élysée et le cabinet Office britannique, une étape sans précédent selon les experts. Autre annonce forte, une accélération du programme de missiles franco-britannique et une relance des projets de missiles de croisière et anti-navires. Depuis Northwood, les deux dirigeants ont également présidé une réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni et Friedrich Merz. Mais le sommet n'était pas que militaire. Paris et Londres promettent aussi des avancées concrètes sur l'immigration, alors que la traversée de la Manche bat des records. Sécurité, dissuasion, solidarité européenne, le couple franco-britannique veut parler d'une seule voix et frapper d'une même main. Lors d'une conférence à Rome, la présidente de la Commission européenne a annoncé la mobilisation de 2,3 milliards d'euros consacrés à la reconstruction de l'Ukraine. Ursula von der Leyen a pour cela avancé la création d'un fonds européen pour relancer les investissements privés. L'Union européenne va mobiliser 2,3 milliards d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine en créant entre autres un fonds spécial destiné à mobiliser aussi les capitaux privés, a indiqué aujourd'hui la Commission européenne Ursula von der Leyen. Avec 2,3 milliards d'euros d'accords signés, nous visons à débloquer jusqu'à 10 milliards d'euros d'investissements pour reconstruire les maisons, rouvrir les hôpitaux, relancer les entreprises et sécuriser l'énergie, a indiqué sa présidente Ursula von der Leyen lors d'un discours à Rome devant une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. L'Union européenne prévoit également de lancer un fonds phare européen pour la reconstruction de l'Ukraine, doté de 220 millions d'euros pour attirer les investissements privés. Ce sera le plus grand fonds de capital investissement au niveau mondial pour aider Kiev à assurer von der Leyen. L'enveloppe de 2,3 milliards d'euros comprend des garanties de prêts pour un montant de 1,8 milliard d'euros et plus de 500 milliards de dons. L'Union européenne est le principal bailleur de fonds de l'Ukraine avec près de 165 milliards d'aides européennes déjà versées depuis l'invasion par la Russie en février 2022, a rappelé la commissaire européenne. L'Union européenne est le principal bailleur de fonds de l'Ukraine avec près de 165 milliards d'euros d'aides déjà versées depuis son invasion par la Russie en février 2022, a rappelé la commissaire européenne. À Kuala Lumpur, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se sont rencontrés ce jeudi et une discussion en marge du 47e sommet de l'ASEAN. La guerre en Ukraine et les sanctions contre Moscou étaient au sommet des entretiens. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré aujourd'hui en Malaisie son homologue russe Sergei Lavrov, la guerre en Ukraine s'invitant en marge d'une réunion diplomatique de l'Asie du Sud-Est dominée par la guerre commerciale de Washington. La visite de Rubio, sa première en Asie depuis sa prise de fonction, coïncide avec l'intensification par Donald Trump de sa guerre commerciale. Ce dernier a menacé cette semaine plus de 20 pays de droits de douane punitifs. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec Sergei Lavrov en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, organisation régionale de 10 pays à Kuala Lumpur. Leur rencontre a débuté quelques heures après que la Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec une deuxième salve meurtrière en 2 jours de drones et de missiles. Donald Trump a par ailleurs affirmé que les États-Unis enverraient plus d'armes à Kiev pour se défendre, exprimant ainsi la frustration grandissante de Washington sur ce dossier. Les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais se rencontrent à Abu Dhabi pour finaliser un accord de paix après près de 4 décennies de conflit. Jadis impensable, cet accord pourrait devenir une réalité suite aux géopolitiques provoquées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se rencontrent aujourd'hui à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis pour discuter des prochaines étapes de la finalisation d'un accord de paix, ont confirmé leurs bureaux respectifs. Il s'agit de la première réunion bilatérale officielle entre les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan depuis qu'ils se sont mis d'accord sur le projet de texte de l'accord de paix après près de 4 décennies de conflit. Les résultats de cette rencontre façonneront l'avenir du Caucase du Sud, non seulement en raison de l'accord entre les deux dirigeants, mais aussi parce que la Russie, et pour la première fois, est absente de l'équation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des discussions sérieuses et approfondies ont porté sur des aspects clés du programme de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment la délimitation de la frontière, l'ouverture et le développement du corridor Zangezur, la signature de l'accord de paix et d'autres questions en suspens. Et en finale, se déconnecter, ralentir et vivre au rythme des moutons. En Finlande, la semaine du berger séduit chaque été des milliers de familles. Ce programme original mêlant écotourisme, agriculture et préservation de la biodiversité offre aux vacanciers une immersion dans la nature, loin des écrans et du bruit, sur des sites isolés. Un pré verdoyant, des moutons noirs et blancs, des fleurs d'été, bienvenue dans la semaine du berger, un programme de vacances 100% finlandais devenu phénomène. Petri et Oana Stenberg, avec leurs 2 enfants, ont été tirés au sort pour passer une semaine sur l'île d'Isojarvi dans un ancien corps de ferme accessible uniquement à pied ou en barque. Chaque jour, ils nourrissent les moutons, vérifient les clôtures, comptent les bêtes. Pas de réseau, pas de télé, juste le calme, la nature et les bêlements. On vit au présent, sourit Oana, qui les citait rapote. Au programme, sauna, baignade, pêche et surtout un retour à l'essentiel. Même les plus jeunes adorent. Ce programme vise à préserver les écosystèmes traditionnels grâce au pâturage. Ces prairies entretenues par les moutons favorisent la biodiversité aujourd'hui menacée. Plus de 12 000 candidatures ont été reçues cette saison pour 158 semaines de berger. Une expérience modeste mais très recherchée, réservée pour l'instant aux Finlandais. Garder des moutons pour se retrouver soi-même, en Finlande, la déconnexion passe par la nature. Ainsi se termine ce journal. Merci et bonsoir.